cette présentation de 15 minutes, c'est un petit peu qui est cette entreprise, nos produits, parce que si on comprend ce que nous faisons et d'où nous venons, ça va être difficile. Quel est notre ADN d'exportateur ? Quels ont été les moteurs de cette réussite à travers toutes ces années? Et puis, ce qui est un élément clé, c'est notre écosystème aujourd'hui et notre écosystème de demain. Qui sommes-nous? Nous sommes une ETI française, 40 ans, c'est déjà âgé par rapport à notre monde de start-up actuel. Mais cette ETI aujourd'hui, c'est 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est véritablement une entreprise tournée vers une hyper-spécialité. Nous sommes dans le marché de l'emballage, c'est un peu vulgarisé, mais dans le marché de l'emballage, nous sommes le dernier maillon de l'emballage, puisque notre métier, c'est celui de la personnalisation des produits, des marques avec lesquels nous travaillons. Pour exister, il faut avoir un écosystème fort. Pour exister, il faut d'abord avoir une base solide. Pour exister, il faut avoir une vision. Nous sommes dans un métier où la vision, c'est d'abord de repérer clairement sa stratégie vis-à-vis des clients et vis-à-vis des marchés sur lesquels les clients opèrent. Et c'est ce qu'on va partager rapidement ensemble. Tout d'abord, nous sommes devenus, par notre histoire et par notre savoir-faire, un pilote, ce qu'on appelle un pilote innovant de la technologie, de ce fameux produit que vous ne connaissez pas, ou alors c'est que vraiment vous m'avez approché à un moment donné de votre vie, ça peut arriver. Il y en a au moins un ou deux dans cette salle. Mais c'est un produit qui est extraordinaire parce qu'il est invisible. C'est ce qu'on appelle une étiquette thermorétractable, qu'on appelle génériquement le sleeve sur le marché mondial. Ça représente à peu près 14 ou 15% du marché de l'étiquette. Mais c'est le produit le plus innovant et qui colle le plus à toutes les évolutions technologiques des 20 dernières années. Qu'est-ce que c'est? C'est l'utilisation d'une feuille de plastique qui fait quelques microns d'épaisseur, qui a une propriété extraordinaire, c'est lorsqu'on va la rétracter, elle ne travaille que dans un seul sens. Donc, cette propriété sur un film imprimé va lui permettre, en se rétractant, d'épouser les formes et de s'associer totalement à l'habillage du produit sur lequel on va l'apposer. Vous avez quelques produits. Chacun de ces produits a fait l'objet d'une étude de marché et a fait l'objet de ce qu'on appelle du marketing de l'offre. Mais vous connaissez tout ça, le marketing de l'offre. C'est-à-dire que l'étude de marché nous permet d'anticiper, de comprendre quels seront les besoins de demain. On a ici une success story extraordinaire, nous qui sommes franco-français. Ice Club. Ice Club, c'est le premier ou la première méthode champenoise vendue par le leader mondial Moët & Chandon. Et Ice Club, c'est l'utilisation d'un champagne qui est bu avec des glaçons dedans. Alors pour un Français, ça semble être une hérésie, mais c'est une hérésie fantastique parce que aujourd'hui, c'est devenu le modèle mondial de la discipline. Et pour ça, on a donc fait ce qu'on appelle la redécoration et l'habillage complet de cette bouteille avec des matières spéciales qui vont donner un toucher porcelaine. Donc on crée une identité, on va véritablement habiller la marque. Je m'arrêterai là, les autres parlent d'eux-mêmes. Ice Club est un exemple. Baby Safe, là on est dans le monde du sécuritaire, c'est-à-dire qu'on va s'adresser là aussi à une problématique mondiale. L'exemple est très parlant puisqu'il s'agit du lait en poudre qui a créé ce scandale en Chine avec des centaines d'enfants qui sont morts empoisonnés. Donc on est venu apporter la sécurisation du produit, c'est devenu un standard et aujourd'hui ce produit et ce qui va autour est vendu aussi bien en Chine qu'en Europe, qu'en Nouvelle-Zélande et autres pays. Le dernier, ça sera le LDPET. Le LDPET, c'est cette nouvelle génération, c'est ce fameux plastique bashing. Le plastique, il est partout, s'il est intelligent. Nous, on a commencé l'intelligence il y a presque 15 ans. On s'est investi 20 millions d'euros et aujourd'hui, on propose ces fameuses matières plastiques qui permettent de faire de la recyclabilité, donc rentrer dans l'écosystème et faire de la recyclabilité valorisée. Donc, pour les néophytes, on fait de la bouteille de la bouteille. Donc ça existe, c'est pas un mystère, c'est une réalité. Tout ça, objectif, c'est apporter aux marques des réponses précises et dynamiques. Comment on est arrivé là? Je crois qu'on a d'abord créé une chaîne de valeur à travers toutes ces années. Dans cette chaîne de valeur, nous avons ce qu'on appelle une entreprise système. Une entreprise système, c'est une entreprise qui intègre la chaîne de valeur complète. Nous sommes des plasturgistes, chimistes, formulateurs, donc fabricants de matière, nous sommes des transformateurs, imprimeurs, façonneurs, mais nous avons aussi introduit dans notre structure et notre environnement de l'ingénierie. Nous sommes des fabricants de machines, les nôtres et celles de nos clients. Et pour finir, si on veut
à dynamiser, avancer, eh ben, on fait ce qu'on appelle du service. C'est-à-dire qu'on va carrément déployer de la prestation de service en local. Ça, c'est notre ADN, c'est notre cœur de métier. Maintenant que je vous ai expliqué tout ça, que vous avez tout compris, on va rentrer dans le vif. Cet ADN exportateur, comment est-ce qu'il a pu exister? Ben d'abord parce qu'on a des clients. Donc, on avait une chance, c'est qu'on avait des clients globaux qui eux-mêmes accompagnaient des distributeurs globaux sur le marché. Quand nous sommes nés, il y a un certain temps, il n'y avait pas encore de linéaire, où ça commençait juste à exister. Donc il fallait que le produit vive par lui-même, et la grande distribution commençait à naître. Et puis cette grande distribution, elle s'est déployée en Europe, aux États-Unis, en Europe, et puis en Chine. Et on a accompagné ces marques dans leur parcours, et pour les accompagner, on a véritablement créé une dynamique autour d'une politique produit à l'écoute des marques. Ensuite, on a été véritablement travailler avec nos équipes pour faire des gens pluridisciplinaires par nos disciplines, et ensuite eux-mêmes supportés par quelque chose qui est essentiel pour l'exportateur. Il faut avoir une expertise. Et cette expertise, elle est avant tout made in France. Et ça, c'est pas quelque chose qui s'invente, ça se cultive, c'est dans la longueur, c'est dans la durée. Ça sera peut-être un des mots-clés de mon témoignage. En d'autres termes, là, on a nos fondements d'écosystème, des clients globaux, des produits pensés, des collaborateurs qui sont supportés par une structure solide, ancrée dans sa technologie. Quels sont les moteurs de cette réussite? Les moteurs de cette réussite, finalement, ils sont peut-être très simples, mais je pense qu'ils sont à peu près toujours les mêmes, quels que soient nos métiers. C'est un, il faut un business model résistant. On avait une solution système. Deux, il faut un système d'information et de gestion structurant qui va permettre à une population de se reconnaître et de travailler ensemble. On a fait des choix, lointains maintenant. SAP, c'était en 2000. On nous a pris pour des dingues à l'époque, hein, parce que c'était GD Awards, SAP, ça n'existait pas, ça démarrait. On venait juste d'intégrer un intranet groupe. Puis après, on est parti avec Salesforce, c'était il y a maintenant 12 ans. Quand on a démarré Salesforce, ils étaient encore tout petits en Irlande. Donc là aussi, il fallait avoir une certaine idée et une vision. Et puis, 3, on a introduit après des technologies plus novatrices, Web Center, puisque nous sommes dans le monde de l'image et de la digitalisation. Tout ça, c'était quoi? Mettre l'homme au cœur de la stratégie, en lui donnant des outils et des moyens qu'on est capable de déployer en très peu de temps, n'importe où, et toujours en temps réel. Et puis, quelque chose qui était aussi clé, c'est qu'on ne peut pas grandir sans rien. Donc notre essaimage, il est parti du modèle français, et de cet essaimage, on a essaimé progressivement, et on continue à essaimer progressivement. Donc d'abord du commerce, puis du service, puis de la technologie. Donc voilà quels sont nos moteurs de la réussite de l'entreprise. Et puis après, on ne peut pas vivre seul. On est dans l'écosystème exportateur sliver. C'est quoi? Eh bien, d'abord, ça fait un peu galvaudé, mais quand on l'a utilisé, on était les premiers. Chasser en meute, ça semble bizarre, mais alors nous, on ne sait pas chasser en meute. Hein. Le français, il est super bon pour tirer un coup tout seul, pan, 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 mais quand il faut tirer ensemble, on n'est plus là. Et ramener les Français autour d'une table, les faire travailler, passer en conquête. Donc on y est arrivé, on a créé un projet majeur. Avec un autre partenaire, on a conçu un concept qu'on a appelé Dream on Cup. C'est l'utilisation de notre technologie et de la sienne combinée. On a créé une fantastique machine qui va permettre d'identifier, reconnaître, tracer, sérialiser les fameux produits de type yaourt, c'est-à-dire les petits produits unitaires sur le marché. Eh bien, vous savez où est-ce qu'on a vendu la première machine? 3 mois après l'avoir présentée sur un salon international, ensemble, sur un même stand, au Brésil, en pleine crise. Comme quoi, l'innovation, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Quand elle est là, les clients savent la prendre. Ensuite, un travail collaboratif, il se fait toujours sur un modèle. On a développé un travail collaboratif international parce qu'on s'est servi de notre modèle, celui qui était à proximité, celui sur lequel on se bat au quotidien, qui est CIMOP. Alors CIMOP, je suis devenu, par le truchement de l'histoire, le président du groupement CIMOP, c'est le groupement des machines de fabrication en France, rattaché CIMOP à la FIM, la Fédération internationale de la mécanique, et à l'ADEPTA qui est présente aujourd'hui, qui nous a d'ailleurs invités,
qui est cette filière agricole, et puis on a regroupé les deux. Puis je suis devenu le président, un mauvais président, mais un président quand même, de la filière emballage au sein de l'ADEPTA. Et pour finir, on fait rien sans argent, c'est bien connu. Donc on s'est aussi appuyé sur ce qu'on a essayé de trouver autour de nous, pas sans échec, c'est-à-dire faire des financements avec un réseau d'appui. Là, ça a été un combat, je ne dis pas qu'on a gagné, mais aujourd'hui, on est avec BNP, on est avec BPI. BPI est là depuis longtemps. Bien sûr, on a travaillé avec la COFAS, on a utilisé plusieurs outils. Je dirais que c'est bien, mais on a eu des échecs. Parce que, malheureusement, la France, quoi qu'on en dise, on n'est pas partout. Et quand il s'agit de partir en Asie et de trouver des partenaires bancaires en Asie qui vous accompagnent, vous êtes en échec. On ne sait pas faire. Donc, on va chercher peut-être, je ne fais pas de publicité, HSBC. Mais je n'ai pas dit non plus que c'était le Nirvana. Quel est le constat? Et j'arrive au bout. L'écosystème exportateur de demain, pour nous, dans notre témoignage, c'est d'abord, aujourd'hui, on est dans une instabilité macroéconomique durable. Je n'avais pas ce ressenti il y a 5 ans. Aujourd'hui, c'est du quotidien. 2, alors vous dites pourquoi du quotidien? Parce qu'on est aux États-Unis, parce qu'on est au Brésil, parce qu'on est en Europe, parce qu'on est en Chine, parce qu'on est au Brésil, parce qu'on a là-bas des usines? Non, parce qu'aujourd'hui, jamais mes mots, on est en guerre. Il faut qu'on soit clair. L'Europe est en guerre. Il faut choisir notre camp. Peut-être que le nôtre, ce sera peut-être le meilleur demain. Mais mon témoignage, il y a 5 ans, je suis sorti de mes fournisseurs américains et je me suis redéployé en Asie. Il y a 3 ans, mes fournisseurs américains m'ont appelé en me disant « on ne peut plus vous suivre parce qu'on n'a pas assez de ressources, on veut d'abord livrer nos clients américains ». C'est quoi ça? Je travaillais avec eux depuis 20 ans. Voilà un exemple typique de ce que j'appelle l'instabilité macroéconomique durable. Ensuite, une concurrence globale exacerbée. Vous allez me dire, c'est une évidence. Non, parce que la dynamique du digital aujourd'hui a exacerbé ce monde de la concurrence. On dit toujours, c'est le dernier qui parle qui a raison. Allez chercher où est la vérité. Pour terminer, les 2 derniers points auxquels je suis très attaché, parce que c'est là où on doit se retrouver, la digitalisation de l'économie mondiale est déjà devant nous. Elle est déjà partie. On a déjà du retard. Et le leader du marché aujourd'hui, c'est la Chine. Et qu'on ne peut pas faire les choses sans les hommes et sans la préoccupation de son quotidien, ce fameux RSE qu'on a entendu sous tous les vocables dans les 10 dernières années, aujourd'hui c'est devenu un must-have. Il faut intégrer la composante sociétale et la composante, ce que j'appelle de l'économie circulaire. On a un sens de la responsabilité. Et là, je vous interpelle, quels sont les attendus d'une entreprise comme la nôtre? Un, c'est notre mal français, c'est terrible, on s'améliore peut-être. C'est stabilité, une volonté politique avec des engagements pérennes. La force de l'Allemagne, ils ont un vecteur, ils ne changent pas. On ne crée pas une ETI en 8 jours. Moi, je n'ai pas su faire. Peut-être que les start-up d'aujourd'hui et de demain savent créer des empires, ils nous l'ont démontré, mais dans l'industrie, dans le B2B, quand il faut acheter une machine, quand il faut concevoir une machine, il n'y a rien à faire, c'est 18 mois. Quand il faut construire une usine en France, c'est 24 mois. Qui me parle de start-up, là? Qui me parle d'économie digitale? On est dans du concret. Un guichet unique. Ça aussi, c'est le mal français. Travaillons ensemble. Comment on peut arriver à ça pour nous? C'est 2 choses. C'est d'abord d'avoir, peut-être à l'inverse, d'avoir des plateformes collaboratives pour engager la co-collaboration des exportateurs. Qu'est-ce que j'appelle la co-collaboration des exportateurs? C'est une difficulté exprimée, partagée, avec celui qui présente la difficulté. C'est une aptitude ensuite à lui amener à trouver des solutions dans nos expériences. Ça se fait autour d'un réseau. Mais aujourd'hui, le réseau, il est mondial. Donc, une plateforme de partage est la clé du dispositif pour retrouver CIMOP, ADEPTA, mesdames, messieurs, ensemble, dans des univers partagés mais en temps réel.
Et l'élément clé pour ça, c'est qu'on a une révolution à faire. Il faut conduire et réussir sa transformation digitale, parce que la transformation digitale, ce n'est plus vendre des produits, c'est vendre des services sur lesquels s'adossent les produits. Et ça, c'est la clé du succès du futur. Je l'ai rattrapé, c'était le dernier, je l'avais mis en position 3. Encore une fois, il faut des financements. Des financements structurés, organisés, selon la taille des entreprises. Aujourd'hui, quand nous menons un projet en co-collaboration sur la Chine, sur la Nouvelle-Zélande, et qu'on veut monter une ligne complète de conditionnement d'un jus de fruits, de conditionnement d'une crème de beauté, on va appeler autour de nous 5, 6, 7, 8, 10 PME, ou 4 ou 5 ETI. Le problème de fond, qui porte le financement? Qui va donner les garanties? Tout ça, aujourd'hui, dès qu'on dépasse le million d'euros, les 3, les 5, on va trouver. Mais là, on a changé de référent. Quand nous, on vend un projet en Afrique, en Chine, si on dépasse 500, 600 000 euros, c'est tout ce qu'on va trouver. Mais moi, je n'accepte pas de porter 600 000 euros de risque sur 10 autres entreprises. Ça, c'est un sujet de réflexion. Et aujourd'hui, nous n'avons pas encore de réponse. Voilà, je vous remercie. C'était mon témoignage. J'espère que ça a apporté de la réflexion, des idées, mais c'est le quotidien et c'est celui de mes équipes. Je ne l'ai pas dit, mais c'est 1000 personnes, c'est 14 pays, et ce sont autant de PME dans chacun des pays. Voilà, je vous remercie. On est une société de conseil d'appui à l'internationalisation, donc c'est pourquoi nous sommes membres de l'OSCI. Par rapport simplement aux autres membres de l'OSCI, nous avons une particularité, c'est que nous avons une clientèle majoritairement publique. Et donc c'est pourquoi effectivement mon intervention va porter en fait sur la façon dont les dispositifs publics de soutien à l'export, là je parle bien de dispositifs organisationnels et non pas de dispositifs de financement comme BPI, mais c'est plutôt des équivalents étrangers de Business France dont je vais parler, donc la façon dont ils sont organisés. Alors effectivement, on est une société internationale et notamment on est très très présent et très actif dans le monde anglo-saxon et nous sommes notamment l'un des premiers conseils de l'agence britannique, DIT, également de l'agence irlandaise Enterprise Ireland et de 7 ou 8 des 50 États américains. Et en fait, ce qui m'a frappé, parce que je suis, moi, en revanche, donc je viens d'une expérience française. J'ai commencé d'ailleurs au sein de Invest in France Agency, aujourd'hui partie de Business France. Ce qui m'a vraiment frappé quand j'ai commencé à travailler avec ces agences du monde anglo-saxon, c'est vraiment l'importance du modèle privé d'approche des entreprises que l'on va essayer donc de transposer dans le dispositif public de soutien à l'export. Et alors quand on dit je dirais transfert, intégration d'approche du secteur privé, la première chose qui m'a vraiment frappé, c'est déjà la segmentation faite des entreprises exportatrices du point de vue des agences anglo-saxonnes. Ça veut dire que très clairement, il y a une approche discriminante, alors pas au sens négatif, mais en tout cas très sélective, de la façon dont on va aider les entreprises à l'export. Et ça veut dire qu'évidemment, pour chaque catégorie, pour chaque type de client export, l'agence publique va en fait avoir une offre de services différente et quelquefois très très différente. Et ça veut dire que par exemple, on va avoir bien sûr une discrimination par la taille, ça c'est évident, mais aussi, et ça me semble plus intéressant, par maturité dans la capacité à se projeter à l'international. Ensuite, on va avoir aussi une discrimination bien sûr par secteur, par type de marché visé, B2B, B2C, donc avec par exemple sur le B2B une approche de soutien à l'intégration dans des supply chains, donc très 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 intéressante. Également une discrimination par type, alors je dirais par opération spéciale. Là par exemple, on a aidé à la mise en place d'une opération spéciale qui était en quelque sorte un transfert du savoir-faire, en l'occurrence britannique, d'organisation de grandes manifestations sportives. Vous pensez évidemment aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, que l'on a vu et que l'on a
transféré avec donc cette agence d'IIT en support à d'autres organisations comme par exemple celle qui vient de se terminer au Pérou pour des jeux latino-américains. Donc c'est vraiment la première chose, c'est vraiment la segmentation. Et derrière cette segmentation, donc une offre de service et en fait un suivi de type vraiment account management, c'est-à-dire qu'on est vraiment bien sûr pour le haut du panier avec un accompagnement très personnalisé de l'entreprise. Et donc une approche vraiment de conseil, et ça on le verra, ça a une conséquence très directe, c'est que évidemment je parle de discrimination, c'est-à-dire qu'il y a un premier niveau, et ce premier niveau que l'on va appeler volume va être entièrement sous-traité à un conseil privé conventionné. Donc, quel est le rôle dans ce cas-là de DIT, ou de Enterprise Ireland ou de ces États américains? En fait, le rôle est avant tout un rôle de qualification. C'est-à-dire qu'effectivement, pour qu'il y ait transfert à ce conseil privé d'externalisation, en fait, il faut que l'entreprise ait été d'abord validée, ce qui est d'ailleurs une très bonne chose pour le prestataire que nous sommes, d'avoir quand même affaire à des entreprises qui ont été un minimum qualifiées. Mais elles ne sont pas jugées comme stratégiques, donc elles ne vont pas avoir un account manager au niveau de l'agence. En revanche, elles vont avoir un premier niveau de soutien donné par ce prestataire privé. En revanche, effectivement, pour l'entreprise qui va être considérée comme value, donc le grand maître mot dans le monde anglo-saxon, c'est la différence volume versus value. Donc en fait, alors c'est évidemment un peu caricatural, mais l'idée c'est un service minimal, mais quand même qualifié, en tout cas j'espère, puisque c'est nous qui l'apportons en Amérique du Nord et au Moyen-Orient, donc par un prestataire privé. Et puis pour les entreprises donc retenues comme stratégiques, là c'est vraiment full service avec un accompagnement. Et quand on parle de diplomatie économique, de diplomatie commerciale, là c'est vraiment le travail des agents donc de cette agence publique que d'aider, d'accompagner l'entreprise, notamment évidemment quand il y a des questions un petit peu sensibles, quand le client final de l'entreprise est politique, gouvernemental, ou qu'il est dans des secteurs réglementés, donc pour lesquels il y a des questions qui peuvent être quelquefois sensibles. Le troisième point, c'est que donc si en amont on a cette segmentation et donc cette offre de service, si ensuite dans le process on a cette distinction avec externalisation pour le volume et account management pour la value, au final ce qui est aussi frappant, c'est mais évidemment c'est la traduction logique de cela, c'est finalement une évaluation de la performance de l'agence qui va être extrêmement qualitative. C'est-à-dire que on ne se glorifie pas. Alors c'est en train de changer parce que, comme vous le savez, alors c'est particulièrement vrai du Royaume-Uni, mais c'est aussi vrai des États-Unis. On a une situation où les autorités politiques des deux pays sont je dirais, en bouillonnement permanent. Donc on a beaucoup de changements de ministres de référence. Mais ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à présent, notamment donc c'est vrai au Royaume-Uni, on ne se glorifiait pas par exemple, d'un objectif de doublement des exportateurs. Le but n'est pas une approche purement quantitative, on va doubler le nombre des exportateurs, mais on est bien dans une approche qualitative, c'est-à-dire finalement quel va être l'impact. Et donc le but n'est pas d'augmenter de 100% le nombre des exportateurs si au final le volume des exportations n'est augmenté que de 5%. Car en fait, en augmentant le nombre d'exportateurs, comme on le sait, on va commencer par des petits exportateurs, et donc leur apport va être relativement marginal. Et donc, en termes de bonne utilisation de l'argent public, est-ce qu'il faut réellement se concentrer là-dessus? C'est là où on a cette fameuse distinction volume versus value. First of all, thank you very much for the invitation, and sorry that I don't speak French. Je suis très désolé. But we don't speak very well. Wir sprechen nicht Deutsch. Ich spreche Deutsch ein bisschen, aber nicht sehr viel. If we would have an answer to what is the aspects of the success of the German export model, we would
Donald Trump would also know it, because he's always criticizing us for exporting too much. And we have to convince him that we are a market economy and we are not a centralized economy. And our government is telling us what we have to do. I think we have so many. Do you want to? Do you understand me? Yeah. Fine. Okay. I think we have very many initiatives, instruments for promoting exports. However, in the end, I think it comes to the facts what Monsieur Fresnel told us. It's about innovation. It's about being having a competitive product and being left alone and do not be overburdened by bureaucracy. So that is actually the challenge. Maybe when we have a look to our numbers, 52% of the German companies export, and our total foreign trade quota is above 70%, the share of the imports and exports towards our. We say here you have 400,000 companies exporting. We have 120,000 in France. So. And actually, that is the only way we can go, because in Germany there's no natural resources whatsoever, and there's a long history of doing international trades. May I first describe some of our institutionalized foreign trade supporting mechanism. One is, of course, a vast net of foreign chambers of commerce and industry. We are now have locations in 92 countries and 140 locations. We have our embassy, and I actually envy the French embassies and the French political support for your companies, because I think that is something we lack in Germany. Business is still a little bit of an awkward thing to support as a member of the Foreign Office. But however, it depends on the person, and sometimes there's good support too. Then we have, of course, the support for exhibition, participating in exhibitions. We have our ECA business, and nevertheless, we also have challenges there when it comes to Export Credit Agency and what we can do there, especially because of the developments we face on the global scale. We have much banking regulations. And we have competitors who are not bound to the OECD regulations. Now I think only 1/3 of the ECA business is bound to the OECD regulation, and 2/3 is not. So that gives a lot of pressure in the system, and to find a new way, a new ecosystem where we can promote our export also in the future. Another one, of course, is the trading houses that we actually represent, and that has also a very long tradition. We have trading houses that do business with Africa for 150 years, or with China for 200 years, and they are in the market, they know the market, and they export German technology, but also American technology. And that is a business model, but this business model also has to change, actually, because we thought that the trade barriers would decrease for the last decades, and now we face a period where the trade barriers increase again. And up until maybe Donald Trump was elected, I don't know, every manufacturer thought it would be easy to go abroad. Just go there and open a rep office and sell your product. And then they find out, oh, it's not that easy. We have to do something and have to find a partner. So you do these kind of experience wherever you are. So if trade gets harder, it might also be a business model. So you don't always have to complain about international trade is hard. But you have to find the solutions. And for me, the major solution is to find the right business partner, to find the right partners to cooperate with. And I think I underestimated it a little bit in the past, because for me, it's a natural way of going. We have not so many large companies. We are a very heterogeneous country.
We stick to our countryside. We have many family-run businesses in there. We have not so much pressure from the capital market, and those family-run businesses stick together, may it be in the sector or may it be in the region. And we have medium-sized, or for you, it might be a small company with 100 employees, and he knows all the other B2B trading partners in that area, may it be car parts, may it be technical products whatsoever, and they cooperate and help each other. The other one is the sector cooperation. We have a vast variety of sector associations. Among our network, we have around 70 member associations and around 40 sector associations, and there are huge cooperation networks, for example, in the metal business or in the chemical business whatsoever. And for me, it's always normal to cooperate because you cannot do it alone. And the same is true for the whole value chain. You have your partners you can rely on. You know when you get your product and with what quality and what price, and that is important. And I think that is what German companies also are famous for, that you know what you get, even though they are a little bit slower and complicated. But in the end, you know the product will be there, but not the airport. But that's another discussion. Another new aspect is the import promotion. I would like to mention that because 40%, or the import share of an exported good in Germany is 40% nowadays. And we had a huge discussion when it came to importing steel from China. And in the past, it would have been a very clear position in the German economy. No, we don't want the dumped steel from China. Nowadays, the position is not so clear anymore because it makes you more competitive to have access to lower prices. So we also started to engage in the field of import promotion, that we are supporting the SME companies to find their sourcing partners in the developing countries in the field of timber, fruits and vegetables, natural ingredients, cut flowers, and we do the screening, we do make sure they have the certification and everything they need to enter the European market. And so it's not only concentrating on exporting, but also on importing, and to have access to competitive products that you can use for your products is essential to be competitive in the end in the international markets. So that are some of the instruments. Maybe, again, for me, the most important part is to find the right business partner in the region, abroad, and within your network. And the biggest hurdles we see is red tape, the bureaucracy, may it be coming from sanctions, extraterritoriality of US sanctions, may it come from sustainability, actually. That gives us a huge headache at the moment to cover your risk professionally in your supply chain, and there's much coming from the political agenda, that even smaller companies have to do their homework, and we have not a clear answer how an SME company is going to be able to make sure that there's no violation of human rights in the whole supply chain. So, but that is part of our work as an association in Brussels and in Berlin, to fight the bureaucracy and make it manageable for SME companies. And I think that is also part of the ecosystem. Nevertheless, I'm very much in line with Monsieur Fresnel. Thank you. Innovation, have a good product, and you will be successful and find partners. Yes. Je vais vous expliquer rapidement déjà qui nous sommes. Et en fait, donc, nous sommes l'agence de promotion économique du gouvernement de Catalogne, donc Axio, qui est le nom de l'agence en Catalogne, Catalonia Trade Investment, qui est notre marque à l'étranger. Et nous avons la particularité d'avoir été, si ce n'est la première, en tout cas une des premières agences de promotion économique à réunir l'export et l'innovation au sein d'une même agence. Donc juste pour vous expliquer un tout petit peu comment ça s'est fait, ça a démarré, donc l'idée nous est venue des organisations patronales
Elle a été glissée au gouvernement de Catalogne aux alentours de 2007. Donc on n'était pas dans une logique encore de réduction des coûts, puisque la crise est arrivée un peu plus tard. Ça a été glissé en 2007. En 2008, la fusion a été actée et les équipes ont été réunies en 2009. Donc, nous avons cette fusion a été tout d'abord l'idée de départ était pour offrir une meilleure lisibilité auprès des entreprises. Donc c'est vrai que ça a été une fusion plutôt administrative au départ, mais le ministre des entreprises du gouvernement de Catalogne de l'époque avait dit, vous verrez, la somme de ces deux agences, ce ne sera pas 1 + 1 = 2, mais 1 + 1 = 3, car on montera en compétences. Donc on s'est retrouvé avec des équipes, deux équipes qui venaient d'univers complètement différents. Donc on avait plutôt des profils techniques, ingénieurs d'un côté et des commerciaux de l'autre, qui se sont retrouvés ensemble à devoir justement se connaître et établir une feuille de route commune. Donc une des premières choses qui a été faite, c'était de mutualiser les contacts, de mutualiser le savoir-faire, donc au travers d'un CRM commun, parce que l'idée c'était effectivement meilleure lisibilité, voulait dire ne pas appeler d'un côté et de l'autre les différentes entreprises. Donc le CRM a été mis en place et les équipes ont travaillé ensemble pour trouver justement des axes de collaboration. Et ce sur quoi ils se sont mis d'accord dès le départ, et ça c'était une bonne chose, c'était sur le fait que l'internationalisation et l'innovation sont intimement liées et se renforcent mutuellement. Donc sur cette idée-là, ils se sont mis d'accord. Et notre baromètre, on a un baromètre de l'innovation qu'on a mis en place il y a 4 ans, le prouve bien, puisqu'on a établi une étude auprès des entreprises catalanes innovantes, et on a pu déterminer que 53% des entreprises innovantes étaient exportatrices. Donc c'est là où pour nous la fusion faisait vraiment sens. Aujourd'hui en Catalogne, on a 47 000 entreprises exportatrices, sur un total de 500 000 entreprises à peu près, dont 17 000 entreprises exportatrices régulières, ça veut dire qu'elles le font depuis 4 ans sans interruption. Voilà, donc ça s'est fait au niveau de notre siège à Barcelone. Et en fait, on a la particularité d'avoir un réseau de 40 bureaux dans le monde. Donc moi, j'ai le plaisir de diriger le bureau de Paris. Donc effectivement, je ne viens pas de Barcelone, je viens de Paris. Et ce qu'il a fallu faire dans un deuxième temps, c'était justement développer les services, de nouveaux services, et diversifier un petit peu l'activité des bureaux à l'étranger. Donc nous étions au départ, effectivement, on est passé du modèle de bureau trade, export, vraiment qui cherchait des distributeurs ou des agents commerciaux, à un nouveau modèle de bureau qui va chercher justement des collaborations avec les entreprises locales et au-delà de la collaboration commerciale, d'aller monter des partenariats technologiques, de travailler avec des centres de recherche, de proposer aussi les innovations catalanes à des entreprises françaises et de co-construire une offre ensemble plutôt que de venir avec un produit et de le pousser sur les marchés étrangers. Donc ça pour nous, juste pour vous donner une idée, des nouveaux services qu'on a pu développer depuis que ça a été fait. Ça s'est fait progressivement, c'est-à-dire que nous, en 2011, on a commencé la promotion des investissements étrangers à Paris. Puis après, en 2014, on a commencé à travailler sur les questions d'innovation. Donc qu'est-ce que ça voulait dire pour nous ? Par exemple, nos missions commerciales sont devenues des missions technologiques. Donc au-delà du nom, c'est-à-dire qu'au lieu d'emmener simplement des entreprises qui veulent trouver un agent, un distributeur, on les emmène en France, on présente leurs produits, on est venu avec eux, non seulement avec une entreprise exportatrice, mais avec un centre de recherche, un centre technologique, des startups. Donc on les fait venir tous ensemble pour non seulement, pas uniquement rencontrer des distributeurs potentiels, mais aller rencontrer des centres de R&D français, aller rencontrer des grands groupes français, rencontrer des PME françaises et essayer justement de réfléchir à ce qu'elles pourraient construire ensemble pour gagner des parts de marché avec une innovation produit. Ça a changé aussi pour nous notre type de clientèle, puisqu'on travaille principalement pour des PME, mais maintenant on travaille également pour des startups, pour les aider donc à se développer sur les marchés internationaux. Nous travaillons aussi avec des grands groupes, chose qu'on faisait un petit peu moins avant. Et surtout, ces grands groupes, on va les aider non pas à se développer sur le marché français, puisqu'en général, dans notre cas, tous les grands groupes catalans sont déjà présents sur le marché français. On peut les aider. Et inversement, on peut les aider à développer de nouvelles lignes de produits, etc. Mais avec eux, par exemple, ce que l'on a fait cette année, c'est les emmener sur le salon Viva Technologie,
pour leur permettre de rencontrer le meilleur des startups françaises pour essayer d'innover avec elles. Donc on a beaucoup de PME, ETI catalanes et de grands groupes qui sont des groupes familiaux, par exemple, et qui, bien évidemment, sont en relation avec l'écosystème des startups de Barcelone, ce que fait notre agence au niveau de l'innovation à Barcelone. Mais on va le faire aussi ici en France, on va les emmener en France et leur présenter ce qui peut se faire pour chercher des collaborations. On travaille également avec des centres de R&D catalans que l'on aide à se présenter sur le marché français pour faire de la R&D externalisée. Donc notamment ce qu'on fait beaucoup avec eux, c'est les aider à obtenir l'accréditation crédit impôt recherche, puisque forcément ils arrivaient en France et une entreprise qui pouvait bénéficier du crédit impôt recherche ne pouvait pas le faire. Donc on va les aider sur ces aspects-là. Et après, on peut faire du développement commercial pour eux, c'est-à-dire aller chercher des grands groupes français, réfléchir sur, observer ce sur quoi ils sont en train de travailler et voir si nos centres de R&D peuvent répondre à cela. Merci beaucoup. Sans revenir trop sur la bureaucratie, quels sont vos rapports avec, en un mot, hein, avec les Castillans et le dispositif espagnol? Alors, au niveau, alors justement, c'est une chose qui est très intéressante de la fusion de nos deux agences, export et investissement. Au niveau de l'export, tout dépend des pays. Il y a des fois avec l'agence locale où les relations vont pas forcément être très simples. Ça, il faut le reconnaître. Hein. On est quand même dans un contexte assez particulier en Espagne, entre la Catalogne et le gouvernement central. C'était plus compliqué à l'export de s'entendre. Ça veut dire qu'eux ne voyaient pas toujours voulait que notre agence soit intégrée, d'ailleurs, au sein des services des ambassades. À chaque fois, la nouvelle feuille de route de l'agence nationale, c'est d'intégrer Axio et toutes les autres agences au sein des ambassades. Donc, on a fait des choses ensemble, mais c'était beaucoup plus compliqué de s'entendre. Par contre, sur l'innovation, avec donc par exemple le CDTI, qui est le centre espagnol de l'innovation, du développement de l'innovation, donc l'agence nationale, et bien là, sur ces sujets-là, sur l'innovation, on travaille ensemble. Donc, par exemple, on a en France un accord de collaboration avec BPI France pour financer des projets d'innovation et de R&D franco-catalans. Et on travaille avec le CDTI là-dessus pour promouvoir cet accord, puisque le financement peut venir de nous, du CDTI, etc., etc. D'accord. Merci beaucoup. Je passe tout de suite la parole à Eric, que tout le monde connaît à Marseille, donc je ne le présente pas, qui est... Merci Philippe, merci pour l'invitation. Pour répondre à ta question de tout à l'heure, nous avons quitté nos habits de start-up il y a 3-4 ans environ pour endosser ceux d'une PME innovante. Je dis innovante parce que sur les 60 collaborateurs que compte l'entreprise, on a à peu près 12-13 personnes qui sont toujours dédiées à la R&D chez nous et qui s'assurent de dérouler notre roadmap innovation. Monsieur Fresnel, j'ai été ravi de lire votre présentation. Je vais témoigner pour un partage d'expérience, surtout pas du conseil, parce que le chemin reste encore très long pour nous. Mais j'ai noté 2-3 sujets très intéressants et qui me rassurent un petit peu dans la stratégie qui a été la nôtre pour aborder l'international. Vous avez parlé de bases solides et d'une présence sur toute la chaîne. L'entreprise que j'ai créée il y a 10 ans désormais a passé 5 ans à développer une technologie. C'est une technologie connectée, donc on a pris la décision d'être présent sur toute la chaîne justement. Ça embarque des logiciels, c'est de l'électronique, du cloud et des services derrière pour des clients. Cette décision-là, toute première, nous permet d'être aujourd'hui agile et de pouvoir discuter avec des grands groupes à l'international parce que les demandes sont diverses et variées. Une base solide, au bout de 4 ans, nous avons sorti notre premier système dans sa version industrielle. Je me suis interdit d'aller voir des grands comptes. J'ai dit qu'il nous fallait des petits et moyens comptes. Parce que si on allait vers de la croissance amène aussi de la casse, et que je préférais perdre 10% de mes 100 clients que 100% d'un client. Donc pendant 5 ans, 4 ans on va dire, nous avons développé une base de près de 400 comptes clients, essentiellement français, quelque peu limitrophes. Et puis, nous avons quitté les habits de start-up pour se structurer en une PME pour aller chercher de la croissance à l'international. Ce dont je vais vous parler, c'est plusieurs formes de collaboration, d'exportation collaborative, pardon. Tout d'abord, nous avons une technologie qui est brevetée dans 58 pays. Ce qui veut dire qu'on a un objectif qui est clair, c'est d'aller dans autant de pays que la protection.
nous avons été approchés par un groupe américain très tôt, en 2013, et ça nous a pris 3 ans, mais on a vendu une licence de distribution sur un marché bien spécifique, bien enfermé, une licence globale, ce qui nous a permis de financer une part de notre croissance, puisque les royalties arriveront d'ici 1 ou 2 ans, mais le cash généré par la signature du contrat nous a permis de grandir. Et puis l'innovation, nous sommes un pur produit de l'écosystème régional et français dédié à l'innovation. Je vois beaucoup de visages connus chez BPI. L'innovation amène des prix, des awards, ce qui nous a permis un jour de recevoir un appel et d'être mêlé à des délégations. Donc on s'est connus à l'étranger avec Philippe lors d'une délégation. J'ai eu l'occasion pendant 1 an et demi de voyager. Maroc. Pardon ? Maroc, il me semble. Exact. Et de rencontrer beaucoup de monde. Dans ces délégations, moi j'étais souvent le petit artisan du coin parce que j'étais entouré de grands patrons. Et il y a un double avantage, c'est que vous rencontrez des entreprises à l'export, donc des entreprises dans les pays dans lesquels vous voyagez, mais vous êtes enfermé avec les grands patrons pendant 48 heures. Donc vous faites connaissance avec vos futurs clients français. C'est exactement ce qui s'est déroulé durant les 30 ou 40 délégations que j'ai faites. Du coup, lorsqu'on a voulu aller vers du grand compte, eh ben, nos clients français sont des groupes français globaux, comme vous. Et aujourd'hui, l'exportation, ben, on l'a fait avec eux. Un exemple, puisque j'ai parlé devant Thomas de Richebourg au Maroc lorsqu'on a fait cette délégation. De Richebourg a signé avec nous l'année dernière pour l'ensemble de sa flotte française. Et puis on vient d'avoir le go il y a 2 mois pour aller installer leur filiale aux US, au Canada, à La Réunion, en Allemagne, en Italie, au Maroc. Donc voilà comment est-ce qu'on s'exporte aujourd'hui. On a d'autres exemples comme de Richebourg avec des groupes, des clients français et globaux tout simplement. Donc on essaie de suivre ces clients-là. On ne filialise pas pour l'instant puisque on veut la stratégie et d'y aller le plus léger possible parce que créer une boîte c'est créer des charges. Donc on suit nos clients. Ce qui veut dire qu'on a des clients pilotes dans les destinations. Si justement le marché répond, à ce moment-là, on créera une entité sur place. Et une autre forme d'exportation collaborative que nous sommes en train de travailler, c'est celle avec un équipementier, donc un équipementier allemand, un groupe allemand, numéro 2 mondial. On a une contrainte dans le service que nous déroulons, c'est qu'on installe du matériel sur des engins, des assets qui bougent beaucoup. Donc il faut de la disponibilité. La chance qui est la nôtre, c'est d'avoir un produit, une technologie de rupture, donc un produit à forte valeur ajoutée. Ce qui nous coûte 1, on le vend 10 et ça rapporte 100 à nos clients. Donc on a un étage pour mettre en place la distribution. Et l'équipementier nous propose, l'accord que nous sommes en train de finaliser, c'est une mise à disposition de 9000 ateliers en Europe qui non seulement pourront installer nos clients globaux, mais également commercer pour du petit compte en direct, produit sur étagère. Donc voilà un petit peu notre stratégie. Le chemin reste encore très long à parcourir, c'est pour ça que je ne donne pas de conseils, je partage une expérience, mais je suis ravi d'avoir quelques points communs avec vous. Déjà, je tiens à vous remercier pour l'invitation de participer à ce workshop. C'est pour moi un immense plaisir et honneur d'être ici et discuter avec toutes ces personnes qui sont aussi impliquées dans le soutien de l'exportation en France. Effectivement, je peux vous parler de l'écosystème exportateur en France, mais aussi à l'étranger, seulement d'un point de vue des travaux de recherche qui sont menés sur ce sujet. Et à ce titre, j'ai eu l'opportunité en fait de développer des travaux en comparant les écosystèmes exportateurs entre, par exemple, la France, la Roumanie, la Chine et plus récemment l'Ukraine. À travers des longues discussions que j'ai eues avec plusieurs dirigeants export à ce sujet. Et dans un premier temps, effectivement, les témoignages que j'ai pu recueillir rejoignent entièrement en fait ce que monsieur Eklam ou ce que monsieur Wolf, Arnaud ou monsieur Fresnel ils ont dit, c'est-à-dire pour exporter, il faut avoir un très très bon produit, innovant et trouver les bons partenaires et savoir coopérer. Déjà, d'un point de vue de la coopération, si on compare tous ces pays-là, on a pu observer des différences. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça serait trop long. Mais par exemple, juste à titre anecdotique, les entreprises roumaines, quand elles parlent de la concurrence, elles utilisent le mot copain.
mes copains, je les contacte, on échange. Donc c'est quelque chose d'assez normal, je dirais, dans la société, par exemple, exportatrice au niveau des PME roumaines, de travailler d'une manière très collaborative avec les autres entreprises du secteur ou pour on va dire des produits complémentaires pour aller sur les marchés d'export. Ensuite, donc, d'un point de vue de l'environnement, ce que les entreprises ont pu témoigner, mais aussi on a pu mesurer cela à travers des études quantitatives, il y a 3 dimensions principales qui semblent se dessiner toujours à partir de leurs témoignages. Donc, premièrement, vous avez tous parlé en fait des politiques de soutien à l'export. Et par rapport à cela, et en partant aussi de la littérature académique comparative, j'ai envie de dire que la France a un dispositif plutôt très intéressant et très performant, c'est-à-dire il y a toutes ces, on va dire, ces aides, qu'ils soient de nature informationnelle, opérationnelle ou financière, auxquelles les entreprises peuvent accéder en tout cas, et cela est tout à fait comparable à travers les pays de l'OCDE, par exemple, si on prend cette base comme base de comparaison. Ensuite, bien entendu, dans le cas des PME, ce qui est peut-être un peu plus délicat, c'est leur limitation en termes de ressources. Et afin de pallier les limitations en termes de ressources, ils sont plus sensibles aux aides financières. Une deuxième... juste pour comparer un petit peu par rapport à la Roumanie ou à l'Ukraine, les politiques de soutien sont quasi inexistantes. Par exemple, en Ukraine, en Roumanie, il commence à avoir des politiques de soutien qui sont comparables aux politiques ou aux programmes de soutien dispensés en France. Toutefois, il y a des gros problèmes de corruption qui existent et qui empêchent les entreprises en fait à pouvoir accéder à ces aides, des choses qui en France n'existent pas. Et c'est pour ces raisons-là que je dis que l'environnement il est plutôt très, très, très favorable si on le compare à d'autres pays. Deuxièmement, il y a une autre chose dont les dirigeants de PME exportatrices m'ont parlé, qui est en fait l'image des exportateurs ou l'image des PME exportatrices. Est-ce que le fait d'exporter, c'est quelque chose de particulièrement admiré dans la société? Et là-dessus, d'une manière comparative, en comparant la France à la Chine ou à la Roumanie, si les dirigeants français ont une perception moyenne de cette image, est-ce que c'est bien d'exporter, est-ce que c'est vu comme une voie professionnelle de succès dans le pays, cette appréciation est beaucoup plus forte, beaucoup plus favorable en Roumanie ou en Chine, par exemple. Donc ça, c'est un point quand même qui est important. Et troisième point, et c'est le point qui va permettre en fait... C'est l'image de l'exportateur. Oui, c'est ça, l'image de l'exportateur. Est-ce que c'est pas bien... dans le produit, dans le bon produit Non. C'est vraiment, est-ce que l'export, c'est quelque chose de très favorable? Est-ce que, par exemple, si on est une entreprise exportatrice, les autres entreprises, mais la société en général, est-ce qu'elle a l'impression qu'on contribue grandement au développement de la société? Et je dirais qu'en France, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis en œuvre quant à l'entrepreneuriat de manière très générale, qui a une image particulièrement favorable ces derniers temps. Toutefois, l'exportation, bien sûr, c'est pas vu quelque chose comme mauvais, loin de là, mais c'est juste que cette image n'est pas particulièrement positive. Et de nouveau, si on compare cela à d'autres pays, où cela semble être en tout cas beaucoup plus apprécié par la société. Toujours en parlant de l'image de l'exportateur, par exemple, juste pour vous donner des petits éléments de différence, en Ukraine, il est attendu par la société que l'entrepreneur contribue au développement local des écoles, sponsorise par exemple des équipes de football locales dans les villages ou dans les petites villes. Donc je dirais que juste l'image de l'entrepreneur, de sa contribution sociale, elle est un petit peu différente, qui peut expliquer éventuellement le fait que cette image soit plus ou moins positive à travers les pays. Et finalement, la troisième dimension dont les entreprises m'ont beaucoup parlé, c'est l'accès à des compétences, en fait. Et ça, c'est vraiment un point important, puisqu'il y a des programmes de formation de nature opérationnelle qui forment les entreprises à l'approche des marchés export. Mais aussi un autre point que j'aimerais bien soulever, qui est le point de la formation, notamment universitaire. Est-ce qu'il y a assez de programmes au niveau bachelor ou master orientés
affaires internationales ou orientées encore export. Et là-dessus, je dirais que peut-être en France, il y en a un petit peu moins de programmes de ce type-là. Si on compare le pays, notamment par exemple en Angleterre, et le professeur Konstantin Katsikas, Kostas, maybe you could tell us a little bit more about the number of master's programs in international business in UK. Because in France, we have a little bit less of these programs in the universities. Et puis, même si ces programmes en termes d'affaires internationales existent, bien souvent, l'enseignement, il est dispensé, par exemple, en français et non pas en anglais dans les universités françaises. Voilà.